La clameur de la place des Lys s'est enfin tue. Les derniers échos du glas se sont dissous dans l'air mordant de ce mois de janvier et la foule immense qui encerclait l'église Notre-Dame de l'Assomption commence à se disperser lentement, telle une marée qui se retire après la tempête. Au milieu de ce reflux humain, deux jeunes femmes blondes d'une élégance discrète avancent en serrant leur manteau noir contre elles. Ce sont Anna Camilla et Théa Joséphine. Le monde entier a cherché leur visage pendant la cérémonie, guettant avidement une ressemblance, un trait, une étincelle de ce regard félin qui a jadis embrasé le cinéma français. Pourtant, alors qu'elles fendent la foule aux côtés de leur père imperméable à la curiosité morbide du public, elles ne ressentent qu'un vide immense et déroutant. Durant toute l'heure qu'a duré l'office, elles se sont tenues droites dignes au premier rang, là où le protocole implacable les avait assignées. Elles ont vu les larmes couler sur les joues d'inconnus, ces visages déformés par un chagrin qu'elles ne partageaient pas. Elles ont entendu les éloges funèbres vibrants d'émotion, les adieux à bébé scandés par des fans éplorés. Mais au fond d'elles-mêmes, un malaise insidieux n'a cessé de grandir une dissonance cognitive presque douloureuse. Elles se sentaient comme des actrices propulsées sur scène, sans avoir reçu le script des étrangères invitées par erreur à l'enterrement d'une icône nationale qui, pour elles, n'avait jamais été une grand-mère. Pour Anna et Théa, Brigitte Bardot n'était pas la star adulée. Elle était cette absence pesante, ce silence radio assourdissant qui avait marqué toute leur enfance en Norvège. Elle était la mère de papa, celle qui n'appelait jamais pour les anniversaires, celle qui n'avait jamais envoyé de cadeau à Noël, pas même une simple carte postale. Celle dont le nom, lorsqu'il était prononcé à la maison, ne suscitait qu'une ombre fugitive de tristesse dans le regard de Nicolas. Aujourd'hui, la France leur demandait de porter le deuil d'un mythe alors qu'elles n'avaient même pas de souvenirs tangibles à pleurer. Elles marchaient de la tête haute pour soutenir leur père par pur devoir filial, mais leur cœur était sec. Elles avaient l'impression d'être des usurpatrices de simples héritières génétiques d'une femme qui ne les avait jamais revendiquées. L'air de Saint-Tropez saturé de mimosas et d'encens leur semblait soudain irrespirable, chargé d'une hypocrisie involontaire qu'elles avaient hâte de fuir. 1 heure plus tard, le décor a radicalement changé. Loin de la pierre froide de l'église et des regards inquisiteurs de la foule, les deux sœurs se sont réfugiées dans le calme aseptisé d'une suite d'hôtels de luxe surplombant le vieux port. Ici, les rumeurs de la ville ne sont plus qu'un bourdonnement lointain étouffé par l'épais double vitrage. L'atmosphère dans la pièce est lourde chargée d'une électricité statique invisible. C'est l'heure des bagages, le moment universel du départ. Sur le lit king size, des valises ouvertes attendent d'être bouclées. Anna et Théa s'affairent en silence, pliant leurs vêtements noirs de deuil avec une précision mécanique presque chirurgicale, comme si chaque geste ordonné les rapprochait un peu plus de la sécurité de leur vie scandinave. Elles ont hâte de partir. Elles ont une soif viscérale de retrouver la neige, le froid piquant de la Norvège et surtout l'anonymat bienfaisant de leur quotidien, là où le nom Bardot n'est qu'une vieille histoire de cinéma en noir et blanc, une relique d'un autre temps. Ici, elles étouffent. Ce soleil d'hiver méditerranéen que tout le monde admire leur semble trop cru, trop violent, éclairant impitoyablement les failles de leur famille. Théa jette un coup d'œil nerveux à sa montre toutes les 5 minutes. Leur vol est prévu en fin de soirée, mais l'attente est interminable. Elles attendent leur père. Nicolas est parti juste après la cérémonie, s'engouffrant dans une berline aux vitres teintées sans dire un mot, direction la Madrague. Il voulait y aller seul une dernière fois, affronter les fantômes avant de tourner la page. Soudain, le déclic électronique de la carte magnétique déverrouillant la porte les fait sursauter. Le battant s'ouvre et Nicolas entre. Une bouffée d'air marin sauvage et salé s'engouffre avec lui dans la pièce surchauffée, comme si l'essence même de la Madrague le suivait à la trace. Il semble épuisé physiquement. Ses traits sont tirés, ses yeux rougis par le vent des sentiers littoraux et par l'émotion. Mais il y a quelque chose de radicalement différent dans sa posture. Ce n'est plus l'homme voûté par le chagrin protocolaire qu'elles ont soutenu à l'église. Il se tient droit, étrangement solide. Il a ôté sa cravate noire et déboutonné son col comme pour se libérer d'un carcan social insupportable. Il ne dit rien tout de suite. Il referme doucement la porte, s'adosse contre le bois verni et pose sur ses deux filles un regard d'une intensité nouvelle, presque dérangeante. Un regard qui semble chercher en elles la réponse à une énigme millénaire qu'il vient tout juste de résoudre. Le silence qui s'installe dans la chambre d'hôtel n'est pas un silence de paix. C'est un silence de verre fragile et coupant prêt à se briser au moindre mouvement brusque.
Nicolas ne bouge toujours pas. Il les observe avec une insistance qui finit par devenir insoutenable, comme s'il cherchait à superposer une autre image sur leur visage, un souvenir venu d'un passé qu'elles ignorent. Théa sentant ce poids écrasant peser sur ses épaules craque la première. D'un geste nerveux presque violent, elle jette le pull en cachemire qu'elle était en train de plier au fond de sa valise. Le vêtement atterrit en boule froissée sur le tapis image dérisoire de leur propre état émotionnel. Elle se retourne brusquement vers son père, le visage empourpré par une colère contenue depuis trop longtemps. Une colère qui n'a rien à voir avec le deuil, mais tout à voir avec l'abandon. « Arrête de nous regarder comme ça, papa, lance-t-elle sa voix tremblant légèrement. S'il te plaît, arrête. On a fait ce qu'il fallait, non. On a mis les robes noires, on a serré les mains moites des ministres. On a écouté le prêtre dire qu'elle était une sainte qui aimait toute la création de Dieu. On a joué le jeu jusqu'au bout. Maintenant, on peut arrêter la comédie. Nicolas ne répond pas. Il reste impassible, ce qui ne fait qu'attiser la frustration volcanique de sa fille. Anna s'arrête de boucler sa trousse de toilette et pose une main apaisante sur le bras de sa sœur, mais Théa a cédé. La digue a rompu. Les mots retenus par la décence et le respect du protocole se déversent désormais comme un torrent d'acide. « Pourquoi on est là, papa ?» continue-t-elle, les yeux brillants de larmes qu'elle refuse de laisser couler pour elle. Dehors, ils pleurent tous, bébé. Ils pleurent l'actrice, la militante, la légende vivante. Mais nous, on est censé pleurer. Qui ? Une grand-mère qu'on n'a jamais vue. Une femme qui préférait ses Fox et ses ânes à ses propres petites filles. La question flotte dans l'air brutal et cruel. C'est la question interdite, celle que la famille Charrier a soigneusement évité de poser pendant des décennies pour ne pas rouvrir les plaies à vif de Nicolas. Mais aujourd'hui, dans cette chambre close face à la mort qui remet tout en perspective, la politesse ne suffit plus. « J'ai lu ses mémoires. Papa, tu le sais, » ajoute-t-elle la voix brisée. « J'ai lu ce qu'elle a écrit sur toi, sur sa grossesse, sur le cauchemar de t'avoir porté. Comment tu veux qu'on se sente aujourd'hui ? On est le sang de son sang, mais on a toujours été invisible pour elle. Alors dis-le nous maintenant qu'elle est partie et qu'elle ne peut plus nous faire de mal. Dis-nous la vérité. Est-ce qu'elle savait seulement qu'on existait ? Est-ce qu'elle nous a aimés, ne serait-ce qu'une seconde, entre deux combats pour la protection animale ? Ou est-ce qu'on était juste rien ?» Anna baisse les yeux, incapable de soutenir le regard de son père, mais attendant la réponse avec la même angoisse viscérale que sa sœur. C'est le nœud gordien de leur existence. Elles ont grandi avec l'amour immense de leur père, mais avec ce trou noir béant du côté de leur grand-mère paternelle. Une absence qui ressemblait à un rejet pur et simple. Nicolas décolle enfin son dos de la porte. Il ne semble ni en colère ni blessé par la violence des propos de Théa. Au contraire, une étrange douceur presque lumineuse envahit son visage comme l'aube après une longue nuit polaire. Il s'avance lentement vers la petite table basse en verre située au centre du salon, entre les deux fauteuils de velours. Il ne répond pas par des mots. Pas encore. Il plonge la main dans la poche intérieure de sa veste de costume. Son geste est lent, solennel, comme s'il s'apprêtait à sortir une arme ou un trésor inestimable. Il dépose délicatement un objet sur la table, juste entre les tasses de café refroidies et les magazines de mode. Ce n'est pas un écrin de velours, ni un acte notarié scellé. C'est une simple enveloppe en papier craft, jaunie fatiguée, dont les coins sont écornés, comme si elle avait voyagé dans la poche d'un naufragé pendant des années. Le bruit du papier froissé contre le verre résonne étrangement fort dans le silence de la suite. Il s'assoit enfin lourdement dans le fauteuil, face à ses filles. Il croise les mains, cherche ses mots, puis fixe Théa droit dans les yeux. Sa voix est basse, rauque, débarrassée de toute amertume. « Tu as raison, Théa. Tu as raison d'être en colère. Elle ne t'a jamais envoyé de carte d'anniversaire. Elle ne t'a jamais tricoté de pull. Elle n'a jamais été une grand-mère comme celle de tes amis à Oslo. Elle était Brigitte Bardot. Et ce rôle-là prenait toute la place. Il ne restait rien pour les humains, même pour moi. Surtout pour moi. » Il marque une pause, laissant ses mots s'imprégner dans l'atmosphère confinée. « Je suis retourné à la Madrague tout à l'heure, continue-t-il. Je ne suis pas allé chercher des meubles ou réclamer ma part du gâteau. Je m'en fous de la maison. Je m'en fous des millions. Je suis allé là-bas pour voir où elle est morte, pour voir ce qu'elle regardait avant de fermer les yeux. Je suis entré dans sa chambre au rez-de-chaussée. C'était une pièce minuscule encombrée de livres et de croix. Ça sentait la cire et le chien mouillé. Ce n'était pas la chambre d'une star, c'était la tanière d'une femme seule.
Anna et Théa écoutent fascinés malgré elles par cette description d'un lieu mythique qui leur est interdit. Nicolas tend la main vers l'enveloppe posée sur la table, la caressant du bout des doigts avec une infinie précaution. J'ai ouvert le tiroir de sa table de nuit, reprend Nicolas la voix tremblante d'une émotion contenue. C'est l'endroit le plus intime d'une vie, le tiroir de chevet. C'est là qu'on range ce qui compte vraiment quand on éteint la lumière. Je m'attendais à trouver des médicaments ou peut-être des photos de ces animaux disparus, mais il n'y avait que ça. Il tapote l'enveloppe. Vous savez ce que c'est ? C'est une lettre que j'ai postée il y a 20 ans. C'était un jour d'hiver comme aujourd'hui. Vous étiez petite. J'avais essayé une fois de créer un lien. J'avais glissé quelque chose dedans sans grand espoir. Je n'ai jamais eu de réponse. Je pensais qu'elle l'avait jeté à la poubelle, avec le reste du courrier des fans, ou qu'elle l'avait brûlé dans un accès de rage. Je pensais que pour elle, nous n'étions que des fantômes gênants. Il prend l'enveloppe et l'ouvre lentement. Le papier craque. Mais je me trompais. Elle ne l'a pas jetée. Elle l'a gardée. Elle l'a gardée dans son tiroir à moins de 30 centimètres de son oreiller, pendant 20 ans. Chaque nuit, avant de s'endormir seule dans cette grande maison vide, c'est ça qu'elle avait à portée de main. Pas ses films, pas ses trophées. Ça. D'un geste fluide, il extrait le contenu de l'enveloppe et le retourne face visible vers ses filles. Sur la table repose désormais un carré de papier glacé aux couleurs passées. Ce n'est pas une photo d'art signée par un grand photographe, ni une couverture de Paris Match. C'est un Polaroid amateur au contour blanc légèrement jauni. L'image est floue, prise sur le vif, imprégnée d'une lumière bleue et froide. On y distingue Nicolas 20 ans plus jeune, émitouflé dans une parka épaisse, tenant par la main 2 petites silhouettes encapuchonnées dans des anoraks rouges vifs. Elles rient aux éclats, les joues rosies par le gel sur fond de sapin norvégien croulant sous la neige. C'est une image de bonheur simple, une image de famille ordinaire, à des années-lumière du glamour tropézien. Anna et Théa se penchent le souffle coupé. Elles reconnaissent instantanément ce moment. C'était un Noël à Holmenkollen. Elles avaient 6 et 4 ans. Mais ce n'est pas le souvenir de cette journée qui les foudroie sur place. C'est l'état de la photographie. En s'approchant, Théa remarque un détail qui lui glace le sang avant de lui réchauffer le cœur brutalement. La photo est abîmée, mais pas n'importe comment. Elle n'est pas déchirée. Elle est usée. L'endroit précis où figurent leurs 2 petits visages d'enfants est devenu presque blanc, l'émulsion chimique ayant été effacée par un frottement répété. « Regardez bien » murmure Nicolas, sa voix se brisant légèrement. « Regardez l'usure sur vos visages. Ce n'est pas le temps qui a fait ça, c'est un pouce. » Le silence dans la chambre devient assourdissant. Les 2 sœurs fixent cette tache blanche sur la photo. Elles comprennent soudainement, avec une violence inouïe, la scène qui s'est jouée nuit après nuit dans la solitude de la Madrague. Elles visualisent cette vieille dame, l'icône mondiale, que tout le monde croyait invincible, assise seule dans son lit, ses lunettes sur le nez passant et repassant son pouce sur les visages de ses petites filles qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'osait pas appeler. Ce geste obsessionnel, c'était sa façon à elle de les toucher. C'était une caresse à distance répétée des milliers de fois, usant le papier jusqu'à la trame. Nicolas tend la main et retourne doucement le cliché. Au dos d'une écriture tremblée, presque illisible, tracée au stylo bile bleu, 3 mots sont inscrits. Pas de signature, pas de grande déclaration, juste « mes petits lointains ». Théa s'effondre dans le fauteuil, sa colère dissoute dans un sanglot libérateur. Face à ce bout de carton usé, la forteresse de son ressentiment vole en éclats. Elle comprend soudain Brigitte Bardot n'était pas un monstre d'indifférence, mais une infirme des sentiments qui aimait en se cachant farouche comme un animal blessé. Elle ne savait pas faire autrement, murmure Nicolas comme pour s'excuser lui-même. Elle avait peur de nous abîmer, alors elle vous a aimé dans le noir avec cette photo pour seule compagnie. Vous n'étiez pas rien. Vous étiez son regret le plus précieux. Anna tend une main tremblante et effleure la photo. Sous son doigt, la trace blanche laissée par l'usure du pouce de sa grand-mère devient un contact charnel, une preuve tangible. Leurs larmes ne sont plus celles de l'abandon, mais d'une réconciliation posthume. Elles savent enfin qu'elles n'ont pas été oubliées, mais aimées par une femme qui ne savait dire « je t'aime » qu'en usant du papier jusqu'à la trame. Nicolas reprend le cliché et le glisse dans son vieux portefeuille, juste derrière sa carte d'identité. C'est sa place désormais contre lui. « On rentre à la maison », dit-il simplement.
Les valises sont bouclées avec une sérénité nouvelle. En traversant le hall de l'hôtel, ils ignorent les regards curieux. Le monde s'attend à une guerre d'héritage sordide, mais pour les Charrier, la succession est déjà close. Elle tient tout entière dans la poche intérieure d'une veste. Sur la route vers l'aéroport, les lumières de Saint-Tropez s'estompent. Nicolas laisse la madrague aux fantômes et la légende aux historiens. Dans le hall des départs, Anna et Théa marchent d'un pas léger, réparés par ce secret. Elles savent désormais que leur existence était un manque que leur grand-mère a ressenti chaque jour. L'avion décolle s'arrachant à la lourdeur du passé. Nicolas ferme les yeux, visualisant déjà la neige purificatrice d'Oslo. Là-bas, il ne sera plus le fils de bébé. Juste un père qui a ramené la vérité. La malédiction est rompue. Pas de procès, pas de scandale pour des millions. La richesse qu'ils emportent est invisible au fisc, c'est la paix d'avoir été aimé maladroitement, mais réellement. La page Bardot est tournée. La vie des Charrier, la vraie continue. L'histoire de Nicolas Charrier et de ses filles, face aux souvenirs de Brigitte Bardot, nous offre une leçon poignante sur la complexité de l'amour familial et la puissance du pardon. Elle nous rappelle que l'affection ne s'exprime pas toujours par des gestes conventionnels ou une présence rassurante. Parfois, elle survit étouffée et maladroite dans le secret d'une personne incapable de communiquer. D'un point de vue éducatif, l'attitude de Nicolas est exemplaire. Au lieu de valider le ressentiment légitime de ses enfants face à l'abandon, il a choisi de faire un pas vers la vérité pour les apaiser. Il leur a appris à voir au-delà de l'image publique et froide pour découvrir une femme vulnérable, une handicapée des sentiments. Cette approche empathique permet de briser le cycle de la haine transgénérationnelle. La véritable leçon ici est que la compréhension vaut bien plus que le jugement. Nicolas montre à ses filles que l'héritage le plus précieux n'est ni la fortune ni la gloire, mais la certitude d'avoir été aimé, même imparfaitement. C'est une invitation à chercher l'humanité derrière les silences blessants, car ils masquent souvent des regrets inavoués, plutôt que de l'indifférence.